Allora, Claudio propose un'intervention intitulée Non-fiction et faits divers, Gorgo de Gianfranco Bettina. Donc, c'est centré sur un auteur italien. Oui, bonjour. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, oui, voilà. Donc, vous ne me verrez pas. Je préfère m'aider et vous aider à suivre ma communication avec quelques images et quelques points. Alors, je remercie évidemment Dominique Biard pour cette introduction au lien entre faits divers et non-fiction. Il y aura beaucoup de choses à voir quand on aura le temps de discuter avec lui. Moi, le propos de ma communication d'aujourd'hui est plutôt, n'est pas général, mais c'est une étude, ou plutôt une présentation de deux ouvrages de non-fiction au début et à la fin, c'est-à-dire au début de l'introduction de cette modalité d'écriture de ce genre dans les années 60 et dans ses issues actuelles en Italie. Hein. Vous verrez que la tonalité de l'écriture de la non-fiction italienne est assez différente de la tonalité générale de la non-fiction française et la mise en perspective entre les deux le démontre assez facilement. Quand on a commencé à étudier ce genre ce type d'écriture, on a fini pour être d'accord avec les membres de l'équipe que s'il y a un livre qui doit être indiqué comme le capostipite, le chef de file des écritures de non-fiction contemporaine, c'est c'est Opération Massacre de Rodolfo Walsh. Alors que jusqu'à il y a quelques années, on considérait que la non-fiction novel était née aux États-Unis avec In Cold Blood à sang-froid de Truman Capote en 1966. Moi, ce que je voudrais développer, c'est l'idée qu'en fait, ces deux types d'écriture, hein, d'enquête narrative, en fait, il communique plus que ce qu'il paraît à une première vue. Pourquoi? Parce que le premier type d'écriture de non-fiction concerne ce qu'en italien on appelle le terrorisme d'État, c'est les grands événements de l'histoire contemporaine qui sont revus, révisités, réécrits à travers des enquêtes et plutôt des contre-enquêtes sur la réalité, sur la vérité officielle. Et l'autre aspect de ce type d'écriture, c'est plutôt recherche, l'enquête autour d'un fait divers le plus possible marginal et loin du centre, qui en fait est utilisé pour des tendances plus profondes et plus générales. C'est le cas de Cold Blood, parce que vous savez que In Cold Blood raconte l'enquête de ce grand écrivain Truman Capote à propos du massacre de la part d'un groupe de truands, d'un couple de truands qui ont massacré les 4 membres d'une famille dans un village du Texas en 1956. Or, en fait, entre le fait divers un style à sang-froid et l'enquête sur le grands événements politiques de Rodolfo Walsh, il y a un lien de continuité. Je fais deux exemples qui parlent beaucoup sûrement aux italianistes et peut-être le deuxième parle aussi aux non-italianistes. Dans le cas de Giancarlo De Cataldo, Romanzo criminale, peut-être vous l'avez vu à la télé ou au cinéma. Il part en fait d'un fait divers parce que c'est
l'enlèvement d'un industriel dans une banlieue de Rome de la part d'un petit groupe de truands qui, au fur et à mesure que les faits se développent, euh, devient un fresque sur la vie criminelle de Rome dans les années 70 et au-delà de Rome de l'Italie des années 70. Et le grand succès des années 10, des années 0 de notre siècle en Italie et en dehors, c'est le livre Gomorra de Roberto Saviano. Dans Gomorra, on trouve exactement le même développement, c'est-à-dire Gomorra commence par des faits divers et même un recueil de faits divers. Le premier qu'on voit, c'est une série, une scène inoubliable d'une série de cadavres congelés qui tombent d'un bateau sur les quais du port de Naples. Et il part de là, mais après, par cercle, toujours plus large, ce recueil de faits divers devient une enquête sur le crime local, sur le niveau régional du crime, sur le niveau national et puis sur l'épopée internationale du crime organisé de la Camorra. Parce qu'en fait, dans les pages de la non-fiction qui s'occupent des faits divers, le fait divers est un prétexte pour enquêter sur des dysfonctionnements beaucoup plus complexes. Le fait divers est souvent, par l'écriture, lié directement ou indirectement à un niveau plus complexe, celui des rapports sociaux et de la sphère du politique. Le phénomène dont parlait Viard juste avant moi, c'est que les sciences sociales sont passées par là. Et les auteurs de non-fiction élargissent leur regard sur le fait en soi, en faisant de cet événement singulier une sorte de monade qui concentre en elle et reflète le monde entier. Hein? Donc c'est exactement le phénomène que décrivait Viard. Aujourd'hui, les faits divers utilisent le langage et les concepts de sciences sociales et de sciences humaines pour expliquer, raconter l'action, faire du fait divers une sorte de métonymie de la globalité. Quand on regarde bien, on est face à un double mouvement. D'un côté, c'est l'écriture du fait divers transforme par le récit le fait divers en un cas révélateur de certains traits sociétaux et politiques, et de l'autre, l'écriture du fait divers utilise les phénomènes pour comprendre les cas singuliers. Donc on a un cas de circularité entre le plus petit et le plus global. Ce que je voulais faire aujourd'hui, et j'invite Sylvie à m'arrêter quand j'ai la limite de temps, c'était de vous présenter deux romans qui ont ouvert un peu cette histoire et qui, dans les années 60, il s'agit des Mysteri di Alleghe, les mystères de Alleghe 1964, qui n'était pas annoncé dans le titre, mais je l'ai découvert il y a peu de temps. Et après, j'arriverai à la fin avec un roman contemporain sur un fait divers, c'est Gorgo en 2009. Alors, I Mysteri di Alleghe, en fait, c'est écrit par, et c'est très important, l'origine et la profession de Sergio Saviani, parce que Sergio Saviani était, quand il a écrit, il avait une quarantaine d'années, il a écrit I Misteri di Alleghe, il était journaliste dans
dans un hebdomadaire qui s'appelait Il lavoro illustrato, le travail illustré. C'était un des premiers rotocalchi hebdomadaires d'information et de spectacle encore en noir et blanc dans les années 50 et 60. Mais en même temps, Sergio Severnì était un écrivain et il avait déjà reçu le prix Viareggio, premier roman en 1960, pour un roman qui s'appelait Festa di Laurea. Donc, c'était un double, c'était en même temps un journaliste et un écrivain reconnu et déjà primé. Le cas qui est décrit et raconté par les mystères di Alleghe est un cas extraordinaire d'une série de meurtres qui ont lieu entre 1933 et 1946 dans un petit village de montagne. Ça, c'est les victimes, ça, c'est le groupe de gens qui ont commis Saviano raconte qu'en fait, quand il était plus jeune, pendant la guerre, il allait souvent dans ce village de montagne à Alleghe pour faire ses vacances. Et c'est là qu'il avait entendu parler, mais de façon très, très cachée, par détour, de cette série d'assassinats. Et le livre, en fait, il est composé de deux parties qui sont complètement différentes. Ce qui veut dire que dans la première partie, Saviane ne raconte que ce qu'il voit et ce qu'il sait. Au moins, ça, c'est le pacte avec le lecteur. Il cite abondamment des documents, la dernière lettre de la victime, sa propre enquête qu'il avait publiée dans le Lavoro Illustrato, les déclarations des témoins, et se met lui-même un récit par l'éruption du sujet en racontant ses vacances, les amis qu'il fréquentait dans le village, ses rencontres avec deux des futures victimes et sa rencontre aussi avec les assassins qu'à l'époque il ne savait pas être les coupables. Dans cette première partie, il alterne un récit de voyage, des souvenirs, le portrait de la vie du village, la réalité de la vie du jeune journaliste, sa première enquête, le procès. Donc, c'est, disons, si on s'arrêtait là, ce serait le premier exemple de non-fiction à l'italienne. Mais ce qui est particulier dans ce livre, qui est une sorte d'objet narratif unique, c'est que dans la deuxième partie, qui est complètement différente, il reconstruit la dynamique des meurtres grâce aux résultats de son enquête et il les met dans un récit fluide et organisé du point de vue chronologique. Et c'est plutôt le romancier ici qui fait surface, parce que Saviane raconte la dynamique des meurtres du point de vue de certains des personnages de l'épopée. Il raconte la mort de Emma à travers son point de vue. Il raconte certains des événements à travers la voix de le patron de la famille, le parrain de la famille qui a lancé l'ordre d'exécution de tous ces témoins, ou bien la voix de son fils Aldo, qui est amoureux de cette jeune fille, mais qui, en même temps, il est amené par la logique familiale à la éliminer. Pour le dire rapidement, la non-fiction ici laisse la place au roman.
En fait, ce n'est que dans la conclusion, qui est une partie à part du roman, que Saviane revient à la première modalité et enchaîne de nouveaux documents, des actes du procès, les lettres des avocats, les lettres d'un juge, et restitue le devenir des habitants du village et prend directement la parole, lui, cette fois-ci, pour livrer ses propres sentiments et ses jugements sur les différents personnages de l'histoire et sa propre attitude à leur égard. Quelques lignes, ça c'est très important parce que ça reviendra vers la fin, lit le fait divers à la situation politique générale pendant et après la dictature. Selon Saviane, le silence qu'il a trouvé dans le village autour de ces assassinats, l'omerta, on dirait, en italien et en corse, l'omerta du village pendant 20 ans, ne sont pas propres à la mentalité des gens de ces montagnes, mais ils s'expliquent avec la pression du pouvoir politique qui fait tout pour imposer le silence sur les faits, puisqu'il y était impliqué. Une pression qui continuera au-delà de la période de la dictature dans l'Italie démocratique, quand en 1953, donc 8 ans après la fin du fascisme, encore, à l'occasion de la première publication de son enquête, un tribunal de Rome le condamnera pour avoir lésé l'honorabilité de la famille des assassins qui n'avaient pas encore été jugés. Oh, c'est un roman hybride, un roman bicéphale, et c'est pour moi le signe qu'avant de devenir un genre codé et atteindre le niveau de complexité et de diffusion internationale d'aujourd'hui, l'idée de tirer d'un fait divers une narration complexe circulait déjà dans les années 60. Mais le roman de Saviane reste sans filiation pendant longtemps, parce qu'à la fin des années 60, donc quelques années après la publication des Delitti et Dialleghe, vous le connaissez, l'Italie entre dans la tourmente des années de plomb et du terrorisme d'État, et donc les non-fiction italiennes trouveront un répertoire inépuisable d'histoires en racontant les événements liés au terrorisme, l'attentat, les enlèvements, les meurtres de masse, les secrets, les mystères. Et comme ça, de cette façon, les 30 dernières années du XXe siècle seront plutôt la période de la non-fiction politique qui pouvait encore perdre son temps à s'occuper de meurtres de Provence, comme l'avait fait Saviane quelques années avant. Il faudra que le terrorisme endogène s'arrête, que le paese mancato, le pays manqué s'installe pour qu'on recommence à écrire sur les faits divers. De plus, la microstoria, la microhistoire était passée par là. Et l'idée de Carlo Ginzburg, qui était que le petit phénomène marginal éclaire les tendances sociétales mieux que les grandes narrations, était désormais un lieu commun, et c'est la clé du fait divers contemporain. Alors, on peut dire que, et là je reprends des exemples de Dominique Viard, on peut dire que au début du siècle, la non-fiction se tourne à nouveau vers le fait divers. En France, donc je ne reviens pas sur ce qu'a dit Dominique Viard, c'est deux exemples qu'il a fait lui-même, l'adversaire et Laetitia. En Italie, on a un écrivain qui s'appelle Gianfranco Bettin, qui déjà en 1992 avait publié une enquête sur l'héritier. L'héritier, c'était en fait Pietro Maso. Déjà le titre, Una storia dal vero, vous voyez que c'est la redécouverte, le retour des faits divers arrive à grands pas. En fait, c'est une enquête sur ce garçon, Pietro Maso, qui avait massacré sa famille. Il faut, pour les non-italiens ou les non-italianistes, je rappelle que dans les années 90, il y a eu une sorte de
d'épidémie de ce genre de phénomène. Il y a eu beaucoup de cas d'assassinat de parents de la part de leurs fils et de leurs enfants adolescents. Bettin, il reprend donc la veine du fait divers sous avec des particularités un peu différentes. Et il devient un véritable auteur de non-fiction et il s'occupe des deux niveaux d'analyse. D'un côté, le fait divers individuel avec l'Erede et Eredi, qui est sa continuation, mais aussi avec des romans sur Piazza Fontana, c'est-à-dire sur l'attentat du 12 décembre 69 qui a donné l'origine ou la période des années de plomb et du terrorisme d'État. Et là j'arrive à la fin, en 2009, Bettin publie Gorgo, In fondo alla paura. Gorgo, alors déjà le titre, vous voyez, c'est le nom du village, ça peut paraître incroyable, mais ça signifie tourbillon en français. Gorgo, c'est le nom du village et vous voyez, on dirait, c'est un titre, on dirait un film de Hitchcock, Vertigo ou une série de David Lynch, Twin Peaks. On est dans l'évocation du cinéma et des séries télévisées à travers un roman et une enquête. Et il s'adapte bien, cette histoire sanglante, au contour de Grand Guignol, dans un tranquille petit village de province. Parce qu'en fait, les faits, en 2007, une nuit d'été, un couple de retraités qui était villa, dans le village de Gorgo, est massacré, tué avec une violence inouïe. Et l'enquête se tourne très rapidement vers un groupe d'immigrés albanais qui avouent les faits et qui seront soumis à un procès et condamnés. Ça, c'est le fait divers simple. Et s'il n'y avait pas Bettin, peut-être on s'arrêterait là, ça resterait dans les pages du journal. Mais en fait, Bettin, il commence par, à l'envers de Saviane, il commence par raconter les faits. Donc le premier chapitre, il est assez plat, même s'il raconte toutes ces histoires terrifiantes de violences qui ont duré quelques heures sur les deux victimes. Il raconte de façon plutôt scolaire le déroulement des faits tels qu'ils sont ressortis par l'enquête et le procès. Mais ce qui est particulier, c'est que ceci n'est que le début du roman, parce qu'après, à travers l'élargissement de son analyse des événements, le cas Gorgo devient un cas général et représentatif de certaines tendances et certains phénomènes typiques de la société italienne, où la Vénétie, la région de Vénétie, devient la métonymie de certaines tendances de la société italienne du post-capitalisme. En fait, Bettin, ça c'est une autre chose que Dominique Biara a déjà évoqué. Il utilise le langage et les modalités d'enquête des sciences sociales. Dans le langage de Dominique Viard serait de la littérature du terrain. Il utilise les données de l'anthropologie, de l'histoire, de la sociologie pour placer dans leur contexte les cas et par là pour avancer des principes d'explication de ces meurtres absurdes. Alors, chez Bettin, en fait, la narration en soi, donc le premier chapitre, n'a pas l'ambition d'expliquer, mais elle décrit
et les principes d'explication, en fait, contrairement à ce qui arrivait chez Saviane, sont externes à la narration. C'est que on va les trouver dans le bagage scientifique de l'anthropologie, de la sociologie. On apprend, alors je ne reviens pas sur la totalité, mais on apprend le poids séculaire de la marginalité de la région Vénétie et le rôle qu'a joué dans son histoire son emplacement géographique à la frontière entre l'Est, entre l'Italie et l'Est et l'Orient. On apprend les fractures du lien social induites par l'industrialisation forcée d'une région agricole. Et on apprend surtout le rôle d'entrepreneur politique de la peur du parti politique qui est majoritaire dans la région, qui s'appelle la Lega. Il était majoritaire en 2000, il devient majoritaire après le cas Gorgo en 2009 et il l'est encore maintenant. Parce que, en fait, ce qui intéresse entre autres Bettine, c'est montrer comment le cas, le fait divers est utilisé par ce parti à des fins électoraux et ça marche parfaitement parce que la Lega gagne les élections et il ne les a plus perdues depuis dans la région de la Vénétie. Mais le regard de Bettine va bien au-delà de la frontière italienne parce que aussi le groupe des Albanais est soumis au même traitement de recherche par l'histoire et l'anthropologie. Et l'hypothèse de Bettine est que une des clés qui explique le comportement de ces Albanais est la loi du canon, c'est-à-dire la loi traditionnelle qui régit le fonctionnement et les usages sociaux de la région d'où sont issus les Leschi et les Staifa. À tel point qu'ils respectent tellement cette loi qui est une loi pas écrite, une loi féroce et traditionnelle, qu'ils arrivent à refuser d'anticiper, de se saisir de l'occasion de sortir de prison avant leur peine, pour ne pas impliquer dans le procès un membre de leur famille qui a réussi à se soustraire à la justice italienne. I Misteri di Alleghe est sûrement une œuvre pionnière et son aspect bicéphale s'explique avec la double profession de l'écrivain, mais aussi par le contexte dans lequel elle sort. On est dans les années 60 pour publier chez un grand éditeur un roman sur des meurtres horribles. Pour faire d'un fait divers un roman, il faudrait au moins en partie rester lié à la tradition narrative de l'après-guerre. Donc l'enquête journalistique se double d'un roman psychologique et c'est comme ça que l'œuvre hybride sort. La non-fiction pointe son nez, mais je dirais, elle n'est pas encore pleinement assumée, d'autant plus que Opération Massacre n'est pas encore traduit en italien, il ne sera traduit qu'en 2004, et à sang-froid, in cold blood, ne sort que 2 ans après I Misteri di Alleghe aux États-Unis. 40 ans après, Gorgo, par contre, est l'œuvre d'un genre qui désormais s'assume. On peut publier désormais une enquête narrativisée sans devoir faire appel à une écriture autre issue de la tradition mainstream. Certes, on trouve dans Gorgo des éléments en commun avec I Misteri di Alleghe, le lien avec les meurtres, la localisation dans la région Vénétie, l'enquête, un certain air de roman policier. Mais les deux écrivains, à plus de 40 ans l'un de l'autre, tous les deux, ils écrivent quand les faits sont déjà finis, décidés, et que les assassins
sont en prison pour une longue peine, avec des longues peines. Mais ça ne suffit pas parce que la vérité du procès n'est pas la vérité ultime et l'écriture s'échange autant d'élucider les motivations des assassins que de découvrir progressivement par l'enquête la part des responsabilités restées dans l'ombre, les complices bien sûr, mais aussi la part du contexte social et politique dans le déchaînement de la violence. La différence est que pour le livre de Saviano, quand il sort, les assassins sont en prison et même cette partie de l'administration de l'État, la mairie, les tribunaux, la police, qui les avait couverts, qui les avait cachés, est désormais hors jeu. Une nouvelle justice triomphe sur sa partie conservatrice et même l'ancienne secrétaire de la section fasciste du village qui avait aidé les assassins a bouclé ses jours paisibles au bord du lac, mais il est désormais mis hors du jeu. Dans Gorgo, la situation est différente parce que les situations sociales, politiques et économiques qui a permis le déchaînement de la violence est encore là. Les conditions qui ont permis cette désagrégation du tissu social existe encore. Le néocapitalisme triomphant a désagrégé la société et aucune nouvelle ère de paix et de prospérité est à s'attendre. Ce qui change, c'est sans doute les principes d'explication. Saviane, excusez-moi, utilise l'écriture romanesque comme principe d'explication pour Bettine. Par contre, pour expliquer, on a besoin de faire appel à les données autres, celles provenant des sciences humaines. Ce qui est constant, c'est le lien institué entre le fait divers et le niveau politique. Parce que la dictature fasciste dans les années 30 et le populisme identitaire de la Lega jouent leur rôle dans le développement des faits autant en 1933 qu'en 1950 qu'en 2009. Un détail secondaire pour finir, pour les habitants de Alleghe en 1946, l'étranger, le foresto en dialecte, est la jeune Emma qui vient du village d'à côté. C'est le coiffeur qui vient de Venise et qu'on appelle pour cela le Marocain. Des montagnes à Venise, c'est comme le Maroc. En 2009, à Gorgo, les Belves, les Fauves, c'est les Albanais qui viennent de l'autre côté de l'Adriatique. Mais dans les deux cas, ils jouent leur rôle de bouc, autant les uns que les autres. Merci. Grazie Claudio. Excusez-moi, je parle en français. Merci Claudio pour cette présentation. Je vois qu'il y a plusieurs points de contact avec la communication que nous a fait Dominique, ce qui nous permettra d'enclencher les débats. Et moi, j'ai au moins deux choses qui m'intéressent beaucoup, mais je réserve pour après mes questions. Donc, sauf si quelqu'un a des questions ponctuelles à poser à Claudio. Je pense qu'on peut passer la parole à Dante Barrientos, qui j'imagine est là.